Bonjour à tous. Donc, dans cette session aujourd'hui, nous allons parler de la qualité des données, comme vous le savez tous, et je vais juste vous donner un aperçu de la session pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Nous allons commencer la session en écoutant Tom de l'OMS et elle va nous donner un petit aperçu du cadre de qualité des données de l'OMS. Ils ont récemment publié une nouvelle directive ou orientation, donc je pense que c'est un bon cadre pour cette session en général. Nous allons ensuite présenter quelques outils. Vous entendrez donc moi-même, Jason et Ola de Diskio, et nous parlerons de cette boîte à outils de qualité des données sur laquelle nous avons travaillé. Nous avons eu beaucoup de soutien de notre partenaire du Fonds mondial, et nous avons reçu beaucoup d'avis de l'OMS et de l'équipe là-bas également. Et je vais juste discuter de certaines des mesures et métriques disponibles là-bas avec mes collègues Jason et Olaf. Nous parlerons également de l'outil de supervision DQ qui examine le soutien de supervision au niveau des installations. Nous entendrons Pierrot de WCA Afrique de l'Ouest sur le développement de cet outil et sur le fonctionnement de certaines des fonctionnalités. Et puis nous entendrons parler de la mise en œuvre de certains de ces outils que nous développons. Vous savez, un peu plus théoriquement à la fois du Ghana, qui a mis en œuvre la boîte à outils et qui travaille activement dessus, et de Côte d'Ivoire de notre collègue Alad, qui a aidé à l'implémentation de ceci en fournissant un soutien de supervision. Il y a donc beaucoup d'informations différentes dans cette session et nous espérons pouvoir tout couvrir. Nous aurons également un peu de temps pour des questions. Mais pour commencer, je vais demander à Anne de venir nous donner un peu de contexte en utilisant le cadre de qualité des données. Est-ce que tu m'entends? Oui, Bonjour collègues et merci. C'est très agréable d'être de retour ici. Je m'appelle Anne Chu et je suis chargée de coordonner le travail sur le renforcement des systèmes d'information de santé avec une attention particulière sur les systèmes d'information de santé de routine basés sur les données des installations dont la qualité des données a été l'un des éléments clés. Mais je travaille également à travers différents programmes avec la vision de soutenir les mises en œuvre de DHIS2 en appliquant les outils des systèmes d'information sanitaire de routine que nous utilisons à l'OMS dans différents programmes. Et en plus de cela, quelqu'un des ministères du pays pourrait également avoir entendu parler de l'évaluation SCORE, qui est le cadre général pour le système d'information sanitaire que nous effectuons actuellement pour évaluer la capacité du système d'information sanitaire dans les pays. Donc aujourd'hui, je me concentre uniquement sur la qualité des données. Je me souviens toujours de la première fois que j'ai examiné le système d'information sanitaire et l'une des principales raisons que tous les ministères de la Santé dans l'établissement m'ont dites était « Nous n'utilisons pas les données parce qu'elles ne sont pas de bonne qualité ». Malheureusement, je ne pense pas que cela ait changé. Si nous n'utilisons pas les données que nous avons, nous ne comprendrons jamais vraiment à quel point elles sont fiables ou précieuses. Laissez-moi le dire ainsi. De nos jours, avec toutes les évolutions des données, avec l'intelligence artificielle, avec les grands modèles de langage, avec la capacité de une analyse croisée de différentes sources et types de données montre que, de nos jours, les données ne sont plus uniquement numériques. Elles existent sous diverses formes, tailles et dimensions. Alors, pourquoi est-ce important? C'est parce qu'il est essentiel, et je dirais encore plus crucial, de garantir la fiabilité des données que nous utilisons. Je pense que nous avons juste eu une brève conversation avec quelques autres collègues, maintenant avec l'IA. C'est un exemple typique de garbage in, garbage out. Si nous avons un ou quelques mauvais points de données, cela peut se multiplier et être présenté sous différentes couleurs et versions, et la qualité des données devient encore plus importante. Alors, ce que nous avons fait au cours des 6 dernières années, nous avons développé différents modèles sur la qualité des données, commencé par la revue de la qualité des données que de nombreux pays ont utilisé et avec le soutien des partenaires, et l'un des partenaires clés l'a soutenu pendant de nombreuses années, qui est le Fonds mondial. Olaf, avec l'équipe DHIS2, a réussi à en faire une application simplifiant un processus très complexe et coûteux en quelque chose que les pays utilisant DHIS peuvent adapter et intégrer dans ce qu'on appelle la revue de la qualité des données.
Après cela, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que nous avons identifié tous les problèmes, puis nous avons manqué d'argent pour l'améliorer. Et un autre problème très courant qui est apparu dans plusieurs pays ayant appliqué et utilisé la revue de qualité des données, c'est qu'en réalité, ce n'est pas ce qui s'est réellement passé dans l'établissement. Beaucoup concernent la partie système, sur la fondation du système. Donc, nous ne regardons pas quelqu'un copier depuis le papier vers l'ordinateur. C'est l'ensemble de qui est responsable de quoi, comment nous allons suivre les données. J'aimerais donc introduire ici un concept passant de la qualité des données à des données fiables et utilisables, peu importe leur provenance. Et puis, l'évaluation des scores, nous avons fait le premier tour il y a 5 ans et nous parlons de beaucoup de différentes manières de, vous savez, comment le pays gère la qualité des données. Très peu de pays savent en fait que seulement la moitié des établissements ont soumis les données. Donc, le problème numéro 1 était l'exhaustivité. Et ensuite, beaucoup de secteurs privés ne soumettent pas non plus les données et très peu de pays ont réellement des réglementations sur qui est responsable et redevable de la qualité des données. Donc avec cela, nous avons commencé à évoluer davantage et à mettre en œuvre régulièrement des plans de qualité de données en introduisant plus de concepts, en ramenant également les données au niveau des installations et de la communauté, en ayant une évaluation du système qui fait partie de ce qui était autrefois connu sous le nom de SARA, puis c'est l'évaluation des établissements de santé. Mais tout cela n'est toujours pas suffisant parce que nous ne faisons que gratter la surface et nous n'avons pas abordé le fond. Nous avons donc eu une réunion il y a 2 ans, non, il y a 1 an et demi, avec tous les différents partenaires pour voir ce que nous pouvons faire à ce sujet. Clairement, avoir des données et les revoir n'est pas suffisant. Nous devons faire de la qualité des données une priorité transversale. Il est crucial de centraliser les données sur le paludisme pour améliorer celles d'autres programmes de santé maternelle et infantile. Par ailleurs, l'outil que nous développons doit pouvoir rassembler des données provenant de différents programmes et de diverses méthodes de collecte afin d'optimiser leur utilisation et d'accroître l'impact de nos interventions. Et nous intégrons cela dans les cycles de vie des données. Nous ne devrions pas seulement examiner les données lorsque nous voyons le rapport. Cela devrait être considéré lorsque nous concevons l'indicateur des éléments de données, la définition, comment allons-nous l'adapter et l'intégrer dans les outils de conversion de données. Et je pense que le DHIS2 a été assez en avance sur cela quand nous regardons toutes les valeurs, toutes les cartes et moyens et toutes les règles de validation que nous avons intégrées. Et même si nous l'intégrons, cela ne signifie pas qu'il est mis en œuvre. J'ai vu toutes les règles de mise en œuvre intégrées dans le NHIS et le certificat d'approbation. Et ensuite, nous avons obtenu une très mauvaise valeur ou précision des données à la fin du point de rapport. Donc, venez avec ce cycle complet et la gouvernance des données, les régulations pour les données. Donc, nous voyons cela comme une vue holistique du point de vue du reporting, mais cela signifie également que nous devons examiner les données provenant d'autres sources. Lorsque nous ne voulons pas faire la cohérence entre les données d'enquête et les données de routine, faisons-nous confiance à ces données d'enquête? Alors, qui va suivre? Nous devons comprendre que chaque point de données que nous examinons et comparons pour des cohérences, pour exactitude, il est essentiel de faire confiance à cette source de données. Cela nous conduit à l'intégration de cet aspect dans le cadre de l'assurance qualité des données de l'ONU, adoptée et signée par l'ensemble des quelque 290 pays membres de l'ONU, par l'Office des statistiques de toute la qualité et les dimensions de la qualité des données. Donc, c'est quelque chose que nous essayons d'aborder de manière plus holistique, de manière plus complexe. Mais en même temps, ce que nous voulions construire, c'est faire en sorte de bâtir la confiance dans les données et faire en sorte que tout le monde qui traite des données, peu importe comment il collecte les données et quel type de données, nous devrions être capables de dire que nous avons coché ces cases pour, vous savez, pouvoir faire confiance à la qualité des données. Pour les systèmes de santé, c'est pareil. Nous avons beaucoup de données maintenant là où je travaille. Nos collègues, ils font les rapports statistiques de santé, ils font l'indice USC qui compile beaucoup de données. Et sur l'estimation, comment obtenir de bonnes estimations si nous utilisons des données de mauvaise qualité pour les estimations?
Donc, tout cela consiste à déplacer la perspective de la vérification habituelle de la qualité des données, du contrôle habituel des données sur le site vers quelque chose de plus complexe et nécessiterait que tout le monde doit mettre la main à la pâte et c'est ce que je demande ici, car en ce moment, nous avons beaucoup de travail sur la qualité des données de routine, mais nous avons tous besoin de beaucoup plus de travail pour voir comment d'autres sources de données peuvent être exploitées. Et maintenant, avec l'application climat et les graphiques, comment nous allons réunir tous ces efforts. Je vais m'arrêter ici. Il est quelques heures de l'après-midi et je vais passer la parole à Nick pour la prochaine partie de la session. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est un bon cadrage de la session et des outils dont nous parlerons. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est parler un peu de l'outil de qualité des données. Cela pourrait être familier pour certains d'entre vous. Cependant, nous l'avons mis à jour assez souvent. Nous avons ajouté beaucoup de choses, même au cours des 6 derniers mois, je dirais, et nous l'avons également testé dans quelques autres endroits. Et ensuite, vous en entendrez encore parler, donc nous en parlerons un peu ici. Demain, nous aurons également une session plus détaillée sur les outils que Yara et moi présenterons, car nous aurons un peu plus de temps pour les manipuler. D'accord. Alors rapidement, ce qui est inclus dans cet ensemble d'outils pour la qualité des données, nous avons des guides sur les différents indicateurs. Je vais les mentionner rapidement maintenant. Je ne pourrai pas tous les expliquer simplement par manque de temps, mais vous aurez une chance pour cela. Ce sont tous des liens, donc une fois que cette présentation est disponible pour vous, vous pouvez les suivre. Nous avons une instance de démonstration configurée pour montrer toute cette fonctionnalité. Je pense qu'au-delà de cela, vous savez, nous avons essayé cela dans plusieurs endroits également. Nous avons révisé nos instances de démonstration en fonction de cela, donc ce n'est pas juste une démo dans le sens où nous essayons des choses. Nous avons réellement mis en œuvre certaines de ces fonctionnalités dans des applications. Nous avons un ensemble complet de matériel de formation à ce sujet, à la fois sur l'utilisation de ces métriques, comment utiliser DHIS2 pour les extraire, les analyser, analyser ces divers paramètres, et aussi les suivre, ainsi que sur la partie configuration de la mise en place de cet outil à l'intérieur de DHIS2. Et ensuite, nous avons un certain nombre d'outils supplémentaires qui sont développés, soit sous forme d'applications, soit d'autres outils en dehors de DHIS2, qui peuvent vous aider avec certains de ces aspects également. Il y a des outils pour la surveillance dont Jason parlera dans un moment. Nous avons des outils pour vous aider avec la configuration. Aussi une application pour le rapport annuel et puis l'application de supervision dont nous entendrons parler par Davy Scott de 3CA. Voici la liste de tous les différents indicateurs et mesures que nous couvrons dans la boîte à outils de qualité des données. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous les passer en revue maintenant, mais c'est pour vous faire savoir qu'il y a beaucoup de travail sur ces différents indicateurs. J'ai un lien ici, lien envoyé par message qui décrit chacun de ces indicateurs de manière très détaillée, comment ils sont calculés, quelle est la source de ces différents éléments qu'ils contiennent. Beaucoup d'entre eux sont nouveaux. Certains d'entre eux existaient déjà auparavant, mais nous avons ajouté pas mal de nouveaux également, dans un passé récent. Donc certains des nouveaux sont la complétude des éléments de données, la cohérence des rapports des installations, et nous avons un certain nombre de nouvelles visualisations qui soutiennent l'analyse de cohérence. Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités autour des valeurs aberrantes, et ensuite nous avons un tout nouvel ensemble de directives sur les dénominateurs qui est également assez récent. Alors, tout cela est disponible et vous pouvez les consulter. Et ensuite, il y a aussi la ressource que vous pouvez regarder. Nous passerons en revue certains de ces indicateurs demain de manière plus détaillée aussi si vous voulez comprendre comment ils sont calculés, comment vous pouvez les utiliser dans DHIS2 et les suivre et les vérifier également. Voici quelques exemples de certains de ces résultats. Je vais les souligner rapidement. L'un est la complétude des éléments de données. Cela est peut-être différent de la façon dont nous considérions la complétude auparavant. Donc avant, lorsque vous regardiez la complétude, vous pouviez regarder la complétude d'un ensemble de données entier, n'est-ce pas? Donc disons un ensemble de données agrégées, vous avez vos données sur le paludisme ou vos données sur la vaccination, une personne clique sur le bouton compléter et c'est calculé comme complet. Mais vous ne savez pas réellement quelles variables dans cet ensemble de données sont complétées, ont des données, n'est-ce pas? Donc, cette métrique pour l'exhaustivité des éléments de données va plus loin que l'exhaustivité de l'ensemble du jeu de données et elle examine les variables individuelles. Donc, plutôt que de dire que l'ensemble du jeu de données de mon organisation est complet, elle vérifie en fait si ma variable de dose BCG a une valeur, si mes données de stock ont une valeur, etc. D'accord? Donc,
Cela va à un niveau plus bas pour s'assurer que vous avez des données là où vous vous y attendez. Voici un autre exemple, juste un exemple rapide montrant quelques changements au fil du temps, n'est-ce pas? Bien sûr, ces grandes soies, montées ou creux valeurs en dessous sont assez faciles à identifier pour les gens quand vous mettez ça sur un tableau de bord. Vous savez, s'il y a une erreur de saisie de données, c'est assez évident à voir, et ensuite les gens corrigent cela par la suite en enquêtant un peu plus. Nous avons également beaucoup travaillé sur l'identification des valeurs aberrantes. Donc dans cet exemple ici, nous extrayons simplement les plus grandes valeurs aberrantes et les plaçons sur le tableau de bord d'une personne. De cette façon, la personne peut simplement identifier, d'accord, voici mes valeurs aberrantes des 3 derniers mois. Je dois enquêter sur ceci, je dois comprendre ce qui s'est passé. Ici, dans ce cas, nous avons une liste de problèmes. Vous pouvez approfondir pour trouver une installation spécifique et comprendre ce qui se passe. Nous avons également une nouvelle fonctionnalité qui a été introduite dans les récentes versions de DHIS 2 appelée le tableau des valeurs aberrantes. Ce tableau vous aide à produire une analyse des valeurs aberrantes directement dans le visualiseur de données. C'est avantageux car cela vous permet d'utiliser la médiane, ce qui est une manière différente d'examiner les valeurs aberrantes par rapport à ce que nous voyons dans quelques-unes de nos autres analyses de valeurs aberrantes. Et cela extrait ces valeurs de la même manière que j'ai montré précédemment, avec un peu plus d'étapes et vous pouvez découvrir quels outliers vous posent des défis et des problèmes. Il y a donc beaucoup d'autres métriques, mesures et visualisations incluses dans la boîte à outils. Et si vous êtes intéressé par cela et souhaitez avoir une expérience pratique, vous pouvez assister à notre session demain où nous en parlerons. Mais nous entendrons aussi Jason qui va approfondir ce sujet et Oswald où nous avons fait un vrai travail d'implémentation. Donc très rapidement, nous avons une application. Nous n'allons pas beaucoup parler de la configuration maintenant, mais nous avons une application qui peut vous aider à tout mettre en place. Malheureusement, la configuration est un peu complexe. Mais, juste pour s'assurer que les gens savent ce qui se passe en coulisses, il y a des étapes qui vous aident à le faire. L'avantage principal, bien sûr, est que vous pouvez obtenir toutes ces métriques sur votre tableau de bord. Alors, je vais demander à mon collègue Jason de venir, et il va continuer la discussion. Tu m'entends? D'accord, oui, d'accord. Alors, je vais parler très brièvement de ce que nous avons appelé la règle de validation et le suivi des valeurs aberrantes. Je pense que vous savez tous, ou avez peut-être vu, la règle de validation et l'analyse des valeurs aberrantes disponibles via l'application Datocal. Un des problèmes avec cela, cependant, est qu'il ne vous donne qu'un aperçu de l'état actuel du système. Ça ne vous dit pas quel était l'état il y a quelques semaines ou il y a 6 mois, n'est-ce pas? Donc, c'est une tentative peut-être de donner en particulier aux administrateurs système et à la qualité des données, ceux qui sont responsables de la qualité des données, plus de visibilité sur la surveillance des règles de validation et des valeurs aberrantes au fil du temps. Oui, comme je l'ai mentionné, vous savez, la règle de validation et l'analyse des valeurs aberrantes ont toujours été là, mais ça n'a pas toujours fonctionné, malheureusement. Nous avons récemment corrigé cela, donc pour ceux qui ont eu de problèmes. Nous avons de gros problèmes avec cela, avec la base de données du Ghana, parce que nous savions qu'il y avait des valeurs aberrantes là-bas, mais nous ne pouvions pas les trouver. La raison pour laquelle nous ne pouvions pas les trouver est qu'il y avait, je suppose, des données non numériques dans la base de données, ce qui empêchait même l'analyse des valeurs aberrantes d'être exécutée. Nous avons corrigé cela maintenant, donc c'est encore une bonne raison de mettre à niveau votre version ou au moins vers la dernière version de correctif de DHIS 2. Tout cela devrait permettre essentiellement d'exécuter l'analyse des valeurs aberrantes. Oui, donc ces analyses identifient des violations par élément de données individuelles, organisation, unité et période. C'est vraiment destiné principalement au personnel des niveaux inférieurs, non? Au niveau du district, vous regardez un nombre relativement restreint d'installations et une quantité relativement petite de, vous savez, périodes. Vous ne regardez pas sur les 12 derniers mois. Peut-être que vous regardez seulement vos 12 installations dans votre district pour le mois dernier, essentiellement. En ce moment, mais c'est un autre changement que nous avons également récemment ajouté ou modifié, c'est que vous êtes limité à 500 violations.
Donc, tout ce qui dépasse cela, ensuite, vous recevez une sorte d'avertissement dans l'interface utilisateur qui dit plus de 500 violations ont eu lieu. Et cela peut fonctionner au niveau du district, mais cela ne fonctionne certainement pas pour une grande instance comme le Ghana et le Nigeria. Vous savez, et en particulier pour une analyse à l'échelle nationale, vous pourriez être confronté à des milliers de violations, n'est-ce pas? Nous avons ajouté une fonctionnalité maintenant pour vous permettre d'augmenter le nombre de violations retournées par l'API. Vous ne verrez pas cela dans l'appli, mais c'est possible via l'API en gros. Et pourquoi nous avons fait cela était pour permettre une surveillance de ces violations en masse au fil du temps. Tout cela est vraiment nouveau et je pense que nous expérimentons encore, travaillant très étroitement avec l'équipe du Ghana sur l'apparence de tout ça. Vous savez, comment pouvons-nous ramener ce type de métrique dans DHIS2? Ceci est un exemple de ce dont nous avons parlé dans la session précédente concernant l'intégrité des métadonnées. C'est très lié, mais en gros, nous avons créé des approches et développé des scripts pour vous permettre de lancer prenez essentiellement une capture instantanée de vos violations d'intégrité des métadonnées, de vos violations des règles de validation, de votre validation des valeurs aberrantes. Le nombre de valeurs aberrantes que vous avez dans votre système et les conserver en tant que valeurs de données à l'intérieur de DHIS2. Et l'idée avec cela c'est que nous voulons simplement le rendre plus visible. Nous voulons le rendre plus visible et le mettre en FR pour les gens sur leur tableau de bord. Très similaire à ce que Shurajit a montré en termes de montrer aux gens les valeurs aberrantes sur leur tableau de bord. Donc, en créant un peu de métadonnées et en les liant à certains scripts, nous pouvons essentiellement importer les données, dans ce cas particulier, le nombre de violations d'intégrité des données au fil du temps. Donc, nous avons un aperçu pour décembre, janvier, février et mars. Et l'idée de base ici est que vous pourriez vouloir surveiller et suivre cela au fil du temps. Vous savez, est-ce que cela s'aggrave? Est-ce que cela s'améliore? Nous avons fait une intervention pour résoudre un problème particulier et nous avons réduit le nombre à 0, mais nous avons importé un nouveau jeu de données et maintenant autre chose s'est produit. Donc nous avons des problèmes supplémentaires que nous devons résoudre. Nous avons créé un ensemble de scripts et une interface utilisateur très simple pour permettre aux administrateurs de configurer cela sur leur système fondamentalement. Ce qui est possible là-bas, c'est de faire les valeurs aberrantes, les règles de validation et l'intégrité des métadonnées et les réimporter dans votre système comme une valeur de données DHIS de normale, en gros. Et ensuite, vous pouvez visualiser cela dans votre tableau de bord. Et cela devrait vraiment augmenter la visibilité, je pense, pour tous ces types de métriques très spéciales qui sont principalement destinées aux administrateurs de DHIS2. Il pourrait convenir au personnel de l'établissement, mais généralement, ce seraient des indicateurs plus importants pour le personnel de supervision, les personnes qui doivent les examiner en masse. Donc, c'est un peu anticipé. Qu'en est-il? Oui, juste pour dire comment nous avons fait cela. Il s'agit essentiellement d'un ensemble d'applications et de scripts Python que nous avons développés pour faire cela. Les données ne peuvent pas être désagrégées au même niveau que lorsqu'elles sont saisies. Particulièrement pour les règles de validation et les valeurs aberrantes, nous devons pouvoir voir ces données à un niveau très granulaire pour les identifier et les corriger en gros. Donc l'idée de base est de lancer l'analyse des règles de validation en masse via l'API. Nous exécutons l'analyse des valeurs aberrantes via l'API et nous réduisons tout cela dans une valeur de données agrégée, en gros, et la réintégrons dans le système. Et après l'avoir intégrée dans le système, nous pouvons simplement utiliser les outils d'analyse natifs de DHIS2 pour faire ce que nous voulons avec et surveiller si ces valeurs augmentent ou diminuent. Y a-t-il des districts particuliers qui ont des problèmes particuliers? Vous pouvez être répartis selon la géographie. Cela pourrait être une fonction du temps. Vous pourriez voir plus de problèmes de qualité des données au début du mois lorsque les gens commencent à entrer des données, puis ils diminuent à mesure que de plus en plus de gens examinent les données. Juste pour montrer un exemple de cela spécifiquement, vous pouvez voir ici que nous avons un autre exemple de violation des règles de validation. Et en regardant en arrière, vous savez, au cours des derniers, comme 6 mois environ,
J'ai un peu sciemment supprimé cela, mais dans la colonne de gauche, vous avez la géographie et puis à travers les colonnes, vous avez le temps. Et en gros, le script produirait ces valeurs chaque nuit pour qu'elles soient essentiellement écrasées. Donc, vous pouvez imaginer, vous savez, si vous travaillez avec un district particulier, vous aimeriez voir ces chiffres diminuer lentement jusqu'à zéro, n'est-ce pas? À mesure que la qualité des données s'améliore, vous vous attendriez à ce que tous ces chiffres diminuent, non? Vous ne voulez pas les voir persister, mais vous pouvez clairement voir que, vous savez, pour certains cas comme décembre de 2024 ou quel que soit ce district en haut, il y a encore 173 violations de règles de validation de quelque type, n'est-ce pas? Vous pouvez alors revenir dans l'application de validation ou de qualité des données et voir exactement où se trouvent ces 173 problèmes. Et encore une fois, améliorer progressivement la qualité des données au fil du temps. Donc, c'est l'idée de base sur laquelle nous travaillons. Tout cela est très nouveau. Comme je l'ai dit, nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe du Ghana en ce moment, mais restez à l'écoute. Nous espérons pouvoir sortir cela auprès de la communauté très bientôt et, espérons-le, inclure beaucoup plus de cette fonctionnalité dans le noyau à l'avenir. Est-ce que tu m'entends? Oui. C'est moi. D'accord, merci. Donc, j'aimerais partager avec vous quelque chose au sujet de la fourniture d'outils dans DHIS 2. Donc, cette présentation se concentrera sur le contexte de la supervision et de la numérisation, ainsi que les avantages de cela. Je vais parler de supervision ou RDQA, DQR, outil de la qualité des données en tant que système qui est disponible dans différents pays, qui aide le ministère de la Santé à superviser tout le système d'information sanitaire. Donc, en parlant de la RDQA ou de la routine de qualité des données en tant que système, fondamentalement, ordinairement, ces outils se trouvent dans des feuilles Excel et ensuite sont stockés ou utilisés sur l'ordinateur. Surtout, les ordinateurs Windows qui sont disponibles pour le ministère de la Santé. Donc, cette feuille Excel a quelques limitations. Par exemple, le fichier est la plupart du temps bloqué sur un seul ordinateur et donc cela entraîne un manque de suivi n'est pas possible. Il n'est pas possible pour le ministère de regrouper tous ces fichiers ou toutes ces feuilles Excel en un seul endroit. Et aussi en parlant de limitation, certains sites ou certaines installations de santé ne permettent pas, autorisées à obtenir supervision au fil du temps parce que la plupart du temps, les gens préfèrent aller là où la route où la route est bonne et où l'accessibilité est plus facile. Comme limitation, il est compliqué de faire un suivi des recommandations parce que la feuille Excel est stockée la plupart du temps sur un seul ordinateur portable. Et puis, lors de la supervision suivante, ces recommandations qui avaient été données lors de la supervision précédente n'ont pas été suivies lors de la supervision suivante. Cela entraîne donc également un biais dans le suivi et la prise de décision. Et puis,
Un autre problème est la vérification croisée des analyses entre différentes supervisions. Il est difficile de regrouper toutes ces surveillances en un seul endroit et aussi de faire une analyse à travers différentes surveillances ou différents sites dans leur temps. Donc, toutes ces limitations ou défis amènent l'étape de digitalisation. Donc, dans l'étape de digitalisation à travers DHIS2, nous avons deux systèmes séparés. D'abord, l'étape de planification. La phase de planification nous aide à obtenir d'abord un calendrier montrant toutes les supervisions disponibles ou appliquées à l'utilisateur qui est connecté et aussi toutes les autres supervisions dans le système selon le compte utilisateur. Et dans l'application de planification, nous avons cette possibilité de faire un plan ou de planifier une supervision basée sur le calendrier. Et aussi, nous avons cette possibilité d'accéder ou de régler le superviseur et leurs équipes qui doivent effectuer la supervision sur le terrain automatiquement en un clic. Et aussi cette possibilité de définir automatiquement des indicateurs, des documents, des sources qui doivent être vérifiées sur le terrain et avoir cette possibilité basée sur les données de routine ou les données agrégées que nous avons dans le système pour analyser les indicateurs ou pour analyser ces données. Et en fonction des bonnes ou mauvaises performances des établissements de santé, nous pouvons planifier nos supervisions pour dire allons visiter un et un selon un critère objectif. Et le deuxième aspect ou la deuxième étape est le formulaire de supervision conçu dans le programme de suivi. Cela permet aux superviseurs ou à l'équipe de se rendre sur le terrain et obtenir des informations sur l'ensemble de la supervision ou superviser l'établissement de santé ou le niveau que sont planifiés pour superviser. Donc, ce programme de suivi a permis d'analyser tout le système de santé et aussi d'évaluer les données qui sont collectées et d'obtenir l'exactitude, la cohérence de ces données. Donc, voilà l'aperçu du calendrier que nous avons sur la planification ou l'application de planification via DHIS2. Donc, ce calendrier aide l'utilisateur à savoir le nombre de supervisions qui sont prévues pour lui ou pour l'ensemble du système. Donc, selon les critères que nous appliquons, nous pouvons avoir un aperçu des supervisions trouvées dans le système. Et à travers les applications de planification, nous avons donc ici l'information sur ces indicateurs qui sont automatiquement sélectionnés en fonction du problème qui va conduire cette supervision et aussi en fonction de certains critères, des critères spécifiques considérés qui sont utiles pour ce moment-là. Cela peut changer avec le temps. D'accord. Donc, nous avons la possibilité d'établir ces indicateurs, ces formulaires qui doivent être vérifiés sur le terrain et automatiquement, ces informations vont être envoyées du côté du tracker. La deuxième chose ou l'avantage que nous avons du côté planification est que nous avons la possibilité de sélectionner les établissements de santé ou le niveau que nous allons superviser en fonction de critères spécifiques. Ce n'est pas arbitraire comme quelqu'un qui doit simplement y aller à un établissement de santé, mais nous avons la possibilité de le faire non seulement avec l'un ou l'autre, le faire basé sur des indicateurs ou comme un indicateur de qualité des données qui sont
confirmés d'abord dans le système. Et puis, nous pouvons utiliser ces indicateurs pour distinguer les établissements de santé bons ou mauvais. Donc ici, nous avons l'endroit que nous configurons. Alors demain, nous pourrons approfondir et voir. Nous pouvons dire au système, basé sur un critère, de dire au système, nous voulons 2 ou 3 de retour, ou cela dépend de la politique et de ce que nous voulons mettre en avant. Donc, nous pouvons sélectionner les 2 meilleurs ou les 3 pires. Donc, du côté de la planification, nous avons cette possibilité de déterminer automatiquement l'équipe nécessaire sur le terrain, puis le calendrier sera rempli automatiquement en informant les utilisateurs que, d'accord, vous êtes prévus pour effectuer une supervision en fonction des dates. Donc ici, une fois que nous sélectionnons tous ces établissements de santé ou ces niveaux, nous avons la possibilité de définir chaque date et ensuite de créer automatiquement le formulaire. Alors, le deuxième aspect, c'est que la saisie des données est basée sur le programme de suivi et il est possible de changer et de le configurer en fonction des outils ou de la qualité des données, les outils adéquats que nous avons dans chaque pays. Alors, nous avons cette possibilité de saisir les données via le web ou nous avons cette possibilité d'utiliser le téléphone portable. Le téléphone portable permet d'aller sur le terrain même si nous n'avons pas Internet et de recueillir toutes les informations. Donc, ces programmes de suivi nous aident à collecter des informations et ensuite, nous obtenons cette fonctionnalité pour calculer automatiquement le score basé sur certains critères. Et ensuite, nous pouvons automatiquement analyser ces données et également obtenir des rapports basés sur toutes les informations que nous avons collectées. Cela nous amène donc à la partie analyse. Donc, cette partie analyse nous aide surtout du côté mobile à obtenir les rapports qui montrent la performance ou l'exactitude des données. Par exemple, pour l'établissement de santé, pour un établissement de santé, et aussi nous avons cette possibilité de comparer côte à côte un établissement de santé avec un autre établissement de santé. Cela amène le système de santé ou le niveau central à prendre une décision. Ainsi, l'avantage de cette numérisation réside dans la possibilité d'obtenir en temps réel les données collectées lors de la supervision. Et ces données ou ce rapport sont disponibles, d'une part pour l'établissement de santé lui-même et également pour le niveau central. Et aussi pour vérifier ces informations. Nous avons cette possibilité de sélectionner le niveau ou l'établissement de santé sur la base de critères spécifiques et aussi nous avons cette possibilité d'utiliser le mobile Android qui nous aide à mener la supervision même si nous n'avons pas Internet. Et aussi comme avantage, nous pouvons parler du suivi des recommandations. C'est très important. Étant donné que le formulaire est basé sur le programme Tracker, nous avons la possibilité de récupérer ces recommandations qui ont été données lors de la supervision précédente, puis de faire un suivi et de prendre des décisions basées sur ce suivi des recommandations. Alors, merci pour votre attention et Okay, thank you. My name is Oswald. We're with the Ghana Health Service. So in the past few months, what we have been doing is trying to get to visualize data quality in our national HMIs, working together with Health Center from UIO
and also the local based team in Ghana. We had support from the Global Fund while we were planning for GC7 to be able to have some funding to leverage on in building in-house capacity and also strengthening our data quality activity. So somewhere in March, we were able to get a team from UIO to join us in Ghana. They spent about approximately 2 weeks with us. In the first week, what we basically did was to do an initial assessment of what data existed, both metadata-wise and also existing indicators on the system to see how ready we are to implement data quality metrics. Then we were able to set up a sandbox that allowed us to configure all these metadata metrics and get ready for a embedding in-house in-country capacity building dedicated for data quality. It was a 4 days data quality training that had different cadre of staff participating from our regional health information officers to key program M&E officers, as well as the DHIS2 country core team participating. And this was co-facilitated by the Ghana Health Service, HIPS Ghana, and the UIO team that were around. These are just highlights of what happened during the training. So it was an interactive session. Participants had the opportunity to try out the new metrics that were configured in the previous week during the training, and then also gave us some feedback on how we could improve and get it a lot more visual and interactive across the country. When it comes to the data quality tool itself, we were able to set up 6 core program areas. We looked at EPI, HIV, malaria, the MCA, that is maternal and child health, some clinical data for outpatient care, and also TB. And these were 6 areas where we think that we could focus on for the start. And in addition to the core metrics that already existed in the toolkit, the team also tried out 3 new matrices that we think that was also relevant when it comes to data quality, and that had to do with denominators. Then we looked at the outlier and validation rule monitoring, which Jason spoke about a while ago. And then what I like so much, the data quality index. Now, for denominators, what that allowed us to do was the issue of denominators is a big issue in Ghana because as a healthcare system, we use a lot of denominators, but it is the Ghana Statistical Service that is mandated to provide official population statistics for use. And you have what is projected from population census being used as denominators. And we try to do comparison between what is estimated and actual children that is vaccinated, for example, for BCG, and then comparing that with live birth data and then infant deaths, and trying to establish the surviving infants. And you see huge disparities between the number of people who are vaccinated for BCG and the estimated surviving infants against what we estimated. And it gave insight into how we can further do a lot more work to be sure that we are getting the right indicators or denominators for measuring performance. And then, of course, the outlier and validation rule monitoring, which is an ongoing activity that we are having with Jason supporting us to make sure that we are able to get this to a level where countries can use to be able to improve their data quality. Then we also tested the data quality index, which gave us the opportunity to create that single value that can measure the overall data quality of your HMIS system. And we did this using the data element completeness and also the data element value excluding the outliers. And we computed that into an index. What that did was to allow us to be able to measure the quality index for each of these service areas or program areas that we have chosen, and also then be able to calculate an overall
data quality index for a particular region. And this, because it was native, you are also then able to run it and disaggregated by the various regions and program types. And that gave us an opportunity to begin to visualize and let end users appreciate the level of quality of data that they have in the system. And for us, it was a key thing because that gives us opportunity to move from the traditional way of measuring data quality, of looking at just data set completeness and then timeliness. And it is key for us as we move towards improving our data quality. When it comes to achievements, by the time we have done with the week session and conducted a training, we ended up with dashboards that enable us to begin not just visualize performance, but also to visualize the quality of data that is on the system by all these data indicators. And that became an opportunity to increase visibility when it comes to data quality issues. And that becomes the basis for measuring performance across the business. And there was that immediate buy-in from participants, especially program leads who were there, who were in charge of their M&E activities at the program level. And that was a critical outcome for them, which will form the basis for developing data quality improvement plans and working towards improving the quality of data in our system. Thank you. So I will try to simply just show a few of those indicators and how we configure them on the system. Yes, so what we did also allowed us to then have something like this. We created all these indicators and put them into various indicator groups. So if you go into the data visualizer, you have indicator groups that allows you to run data quality matrices for the various program areas. So you have an indicator group for each program area, and then we have the overall and quality indicators that allow us to visualize the data quality index for each of the program areas. We have indicators for testing outliers and all that. And what I have on the screen on the dashboard is an output of such a visualization. Then we were able to create individualized dashboards for each of the program areas that allowed us to be able to show how each program area is performing when it comes to data quality on their system. And then one of the things that helped us was the fact that once we had this coming up from the live system, it was then possible to begin to tie performance to these things and be able to hold health information officers who are at the various levels and are directly in charge of ensuring that this data quality is improved so that there is some level of accountability, not just at the manager's level, but also for our officers who are at the various levels that have responsibility to make sure that these things work. And for us, I think it was a very good thing that we got, and there is work currently ongoing to see how we can replicate this in September and then expand the scope of the training to include other divisions and ensure that this becomes institutionalized. And also riding on this as a foundation to then plan our data quality supervision, relying on the tool that HWCA have built for the rest of the country. Thank you.
Yes, yes, thank you. Uh, my name is Alade. I try to speak in French, but if I don't know the word, I speak in English. OK. Alors, au niveau, après avoir fini, after develop tools in the laboratory, now you are going to the field. So I give you example of Côte d'Ivoire when you digitalize data quality tools and supervision tools. Oui. Alors, pour commencer, il faut dire que la supervision, on va définir un peu c'est pour la supervision. C'est un processus dans lequel on doit guider, on doit former les acteurs au niveau du terrain, sur le terrain. Donc, et cela pour vérifier la prise en compte des recommandations ou des procédures qui sont édictées. Alors, ça, c'est selon l'OMS. Donc, cela demande, n'est-ce pas, un gradient de connaissances et de compétences. C'est si vous partez superviser quelqu'un qui sait plus que vous, ce n'est pas ce que vous allez apporter. Une autre définition également pour le contrôle de qualité, c'est que c'est tous les processus qu'on va mettre en œuvre pour s'assurer que les données qu'on a sont bien collectées, sont bien renseignées, donc également sont utilisées ou sont complètes pour vraiment, et aussi arrivent à temps pour la prise de décision. Alors, dans notre contexte, lorsqu'on devait implémenter ce processus, la supervision telle que définie ou le contrôle qualité tel que défini sont pareils. Mais on se rend compte qu'il y a plusieurs outils. Donc, c'est le même processus, mais chaque programme donc, met en place un outil pour vérifier les données. Chaque programme met un outil pour faire sa supervision. Les partenaires aussi mettent des outils pour pouvoir réaliser la même activité de contrôle qualité et de supervision. Et cela à travers, comme notre collègue l'a dit, des fichiers Excel, mais souvent aussi c'est des fichiers en Word où on récupère les comptes rendus. Donc, pour le même site, une de field, une de site, on a beaucoup d'outils. Un fichier Excel pour le contrôle qualité des données de paludisme, un fichier Excel, another Excel file pour la santé maternelle et infantile. Et les problèmes sont soulevés, c'est après tous ces éléments-là, où est-ce qu'on les met? Donc, il y a des problèmes d'archivage, de traçabilité, de suivi des recommandations. Et le gros problème également, c'est qu'on se retrouve avec plusieurs programmes qui viennent au même moment sur le site pour venir faire une supervision. Donc, un problème de coordination des activités. Donc, l'une des raisons pour lesquelles nous sommes engagés dans ce processus de digitalisation, pour pouvoir vraiment apporter des solutions au niveau du pays. Alors, pour le faire, donc on est passé d'une première phase d'analyse de l'existant. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est marqué là, mais ça n'a pas été aussi facile. Ensuite, le développement des outils ou l'adaptation des outils, puisque déjà, il y avait déjà les outils proposés par East West Africa. On a testé également ces outils et ça, c'est les phases qui sont prévues. Il y a une formation et le déploiement effectif de ces outils. Donc, nous ne sommes qu'aux 3 premières phases qui sont marquées ici. Donc, après l'analyse de ces outils, on a retenu 2 checklists pour ce qui est des outils de la supervision. Après avoir analysé tous les outils de supervision,
on a réalisé qu'en réalité, il y a deux qui pouvaient regrouper vraiment ces différents outils de supervision. Donc, on a procédé à la modélisation de ces outils. Et puis, on a vu que l'outil de contrôle qualité qui était proposé par l'OMS, adapté ou utilisé également par East West Africa, répondait vraiment à notre besoin. Et puis, donc, on a procédé à la phase d'harmonisation, ensuite d'adaptation de ces outils. Et ces outils ont été donc mis dans une instance de test pour procéder à la phase de test sur terrain. Donc, les deux phases en jaune hein, sont les phases donc, qui restent à mettre en place. La phase donc, de formation et puis la phase de déploiement après la phase pilote. Alors, que pouvons-nous retenir donc, de ce processus? C'est qu'il y a des aspects techniques qui ont été soulevés, justement liés à la multiplicité des outils. Il fallait vraiment s'accorder. Et puis, également, les besoins qui étaient exprimés souvent dépassaient les objectifs de la supervision. L'autre point également, c'est que ce manque d'harmonisation des outils, donc vraiment nous avons beaucoup posé des difficultés, mais finalement on a pu retenir donc deux outils de supervision. Et l'autre point également au niveau opérationnel, c'est que on a recentré la supervision dans son sens propre du terme, c'est-à-dire les districts vont superviser les hôpitaux qui sont sous leur responsabilité et les régions vont superviser les districts donc, sous leur responsabilité. Le niveau central n'aura que le rôle donc, de coordination de ces entités. Alors, en conclusion, on peut dire que la digitalisation donc, de processus de supervision et de contrôle qualité, ça a été vraiment un réel c'est pour nous un objectif majeur pour vraiment renforcer le système d'information sanitaire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vraiment nous pensons, nous sommes engagés afin vraiment d'apporter à notre pays une meilleure traçabilité de ces supervisions, une meilleure planification et également atteindre l'objectif qui est l'amélioration donc, des services et de la performance. Tac. Okay, so that's all of our presenters for this session. I know we're kind of a bit over time, but if there are any questions, we are happy to take them. It's optional for you to stay. There's some snacks and drinks outside, but any questions for any of our presenters? Not this time? Yeah. Thank you so much. I'm Yoshito from UNICEF. I just wondering, this data quality thing is always done after the data collection. Is it possible to implement similar checking during the data entry, so that before finishing data entry, they can see the flag from this like algorithm like this? Thank you for that question. Maybe I'll take that on, at least partially. So some of the features that we've been discussing are retroactive. You need the data in before you can check. But some of the tools you are able to do during data entry. So for example, validation rules, for example, before you or at the time you submit your data set, you would run those. And if anything is returned, we just didn't have an opportunity to show it, but it will flag those for you. And you can see which exact violations are present.
and fix those before you kind of finalize your data entry process. So it is a mix of kind of retroactive and proactive tools that are in there. Yeah. Yeah, I was just going to say, I mean, there are kind of two problems with this. One has been the actually having the min and max values present in the system to begin with. That's been a long outstanding problem to be able to generate that, right? So we've been working very closely with the Ghana team to figure out ways to calculate those externally using statistical methods and import them in large quantities, basically, so that they're available. This has always been the case, that it was kind of the responsibility of the facilities to generate their own min-max values, right? But a lot of people don't know how to do this. I mean, you can kind of eyeball it, but if you've got thousands of data elements, many disaggregations, it becomes very troublesome to do that. Same with the validation rules, right? The big problem, and this comes down to training data entry staff, right, is that DHIS2 will not prevent you, and there's been a lot of philosophical debate about this over the years, but the way that DHIS2 is right now, and how I think it always will and should be, is that the system does not prevent you from entering bad data, okay? And a lot of people have asked for that feature, but we're not going to do it, basically, because it just doesn't work. Nora's shaking her head, and she can tell you a lot more about why it doesn't work, right? So this does come down a lot to training your users. That, you know, first as the administrator, being sure you have the validation rules set up, being sure that you have the min-max value set up, but then also training the users about why they need to pay attention to these errors and how to fix them. Because a lot of times you'll see this error like min-max value or validation rule, and they don't understand what to do, right? And they'll just press complete, and then you have to hire Nick to come to Ghana and fix it for you, right? But it can be fixed up front, but it does require some effort on the part of the administrators to get things set up wrong. I won't pretend I'm color, but it's the same thing. What was so interesting about two presentations was the fact that they discovered this huge duplication of forms and discrepancies, and you couldn't use one and the other, and the confusion that this has created. And I think one of the values of the digitalization process is that you can start to reduce the numbers of duplicate and mismatched forms floating around. And when you have something that is standardized, it becomes easier. See comment in the back. We have one. Thank you very much. Just a quick comment. Yeah, a follow-up to the question he asked. You know, the RDQA is looking at two things. The first thing is, as we discussed, so you have some data keyed into a system, and you are trying to check to see if there were any violations. So then you can have the validation rules, the outlier analysis, and all that. Beyond that, you also want to check the figures as entered against what's in the source data. So in an ideal setting, you have registers, primary tools, which keep the transactional, data. And that is where the aggregates are collated from. So beyond just checking the accuracy, that's of the data as entered on the system, you also want to check consistency between what has been entered, the aggregates, against the source. So in most of these activities, what you do is that you go back to the health facility, you go to the register, you take a count to see whether the figures you are getting are consistent with what has been reported. So the system can only solve one part because you have validation rules, you have min-max. It will take care of the collated data that you are entering into, the DHIS2. But beyond that, you also want to see whether the figures are indeed what they are on the floor. So it's a very useful exercise. So you cannot fix it just by having validation rules on the system. You still have to go there and check. So that's what I will get you.
Thanks, Kwame. Any other questions or comments? Yes. It's okay. Okay, I'll go there and come back. Hello, thank you very much for the presentations. I just have a question regarding the culture of data use. Because you can see today we're talking about the quality of the data, and for those who are technical people to actually look into how do you ensure that you have a higher quality of data. But what about of those who are healthcare professionals that have to type in this type of data, and the policymakers, for instance, when they're looking at their data? So this is just for all presenters to maybe speak upon then what are some of the actions that you've taken in regards to the culture of data use for those who don't really grasp the technicality of the of data in general? Yes, so thank you for the question. I think it's a general principle that where data is used, ultimately quality improves over time. And one of the objectives of what we are doing is to then begin to visualize the quality issues. Because what the concentration has always been is to visualize the performance, because everybody is looking for the performance. But we want at the end of the year to be able to tell program leaders, partners, that antenatal coverage of 95% is based on a data quality index of 75%. And that should be in context. And so we don't want to go traditional going forward, having just the coverages show up during performance reviews, but we want the data quality conversation to become part of the routine so that it is also discussed, so that things are placed in their proper context as we discuss the solution. Does that help? I'm just being a devil advocate here. That we talk a lot here, we are all the suppliers, we are providing technology, we're providing tools to address the data quality, assuming somebody's interested in it. I'm going to the other way around. How are we going to make sure that those who use the data believe in that and trust it? I think we all do, especially Ghana example, Cote d'Ivoire example. We all believe that somebody will look at that and then trying to say, oh, you're a bad guy, you're good guys. It's not about bad guys and good guys. It's about how we're going to bring the culture of data use into it. And I think this is something, so we are all supplying goods, but we haven't seen what are the markets out there. We need to find out what are the marketing tools. We need to look into that. How we make sure that the minister, the head of the departments, the program managers at regional level, at district level, actually use our data. But that is something that, we all assume that they are interested. Are they? I don't know. Because this is one of the key things that we also question a lot when we develop the framework. And we look at it from, are the indicator really what they want? To, what are the existing tools and what else can be developed to detect the data entry phases? Because if we have to do the data quality reviews, it's only one step to length. And we are trying to fight the one who does the wrong practices, but we still haven't found, what can make this practice into something that's acceptable and being demanded by the user side. So that is something we can think about and we can discuss further in the next two sessions. Yes, I'm just wondering if you have an experience big enough and a perspective to see how these tools are effectively used. What is the real impact on the data quality in general? That's one question, because as Anne actually presented, the data quality is a question in the whole cycle of the data. It's at each step that you need to actually think about the quality of the data, and there is this link between data use and data quality. And always I'm wondering what would be the most impactful
actually intervention on data quality? Is it this energy, this investment on those tools? Are they effectively used? And can we see that the effectively impact the data quality in general? I'll come back to that. If you also want to comment on that, and then we'll take both at the same time. Thank you. Just wanted to complement something that Kwame just said, because sometimes we struggle in making the case for investing in HMIs in general. So your RDQ is looking at outlays that you have on your laptop, is looking at the accuracy of data compared to what you have in primary sources, but also it's looking at the system that you have at the bottom level to collect your data. That's why it is important to go on the field, not just to sit at the desk and analyze your DHIS2. You need to make the case for the investors to say, we need to go to the field and meet people and see what are guidance that are there, are they trained, and so on and so forth, so that you can strengthen your data collection system. No, I mean, it's a good and big question. I think what we're hoping sort of on the very, I think this toolkit is all quite new in terms of the impact on the DHIS sort of data within DHIS2. I think what we are hoping with some of these monitoring things in place is that it is easier to at least at some level sort of measure if you have interventions, whether things are improving in terms of actual sort of data quality errors in the system. I mean, I think that's at least a small step, measurable thing. I mean, that doesn't really change the whole data use culture and the demand for data, etc. But I mean, that's something we are hoping now with some of these monitoring tools in place, that we can actually see in Ghana, for example, if you can see the trends in outliers being entered, in validation rules being ignored, and you're able to do, I mean, we're talking about this kind of training at the lower levels to see, does the training on data quality actually lead to fewer outliers, fewer validation rule violations, etc. So I think I'm hoping we, with some of these tools, are sort of taking some small steps in actually being able to measure if the data itself is improving a little bit. I think whether that sort of improves the data quality, data use in the whole health sort of sector, I think that's a bigger undertaking. But I hope this is sort of at least the first step with some measurable sort of metrics on whether things are actually improving. And just real quickly here on what Yera and Aladi presented, that on the supervision tool, you are able to get, for example, values from DHIS2 directly. You take those down with you to the facility, it's stored on your phone. You will get values and you will be able to calculate an index score regarding the change as time progresses, both at the time you do the assessment as well as time goes on. So there are some advantages. They have very short time to present on this tool, but there are some metrics that are also produced from that as well that you can measure for time. So hopefully that some of these initiatives will help us better understand what's going on and how things are changing over time as well. Okay, so with that, I think I'm going to end the session since we're a bit over time. We're happy to take any other questions that you have. Stick around. Thank you very much for your time today. And another thanks to all of our presenters in the session. And please enjoy the snacks and the drinks that are outside along with the rest of the session. Thank you. D'accord, merci. Je m'appelle Osso Swart. Je suis avec le Ghana Health Service. Donc, ces derniers mois, ce que nous avons fait, c'est essayer de visualiser la qualité des données dans notre système national d'information sanitaire en travaillant avec le centre d'aide de l'UIO et également avec l'équipe de santé locale au Ghana.
Nous avons eu le soutien du Fonds mondial pendant que nous planifions pour GC7 afin de pouvoir avoir des financements pour vraiment renforcer la capacité interne et aussi améliorer notre activité de qualité des données. Donc, quelque part en mars, nous avons pu obtenir qu'une équipe de UIO nous rejoigne au Ghana. Ils ont passé environ 2 semaines avec nous. Et la première semaine, ce que nous avons essentiellement fait était de réaliser une évaluation initiale des données existantes, tant du point de vue des métadonnées que des indicateurs existants sur le système, afin de voir à quel point nous sommes prêts à mettre en œuvre les métriques de qualité des données. Ensuite, nous avons pu configurer un environnement de test qui nous a permis de configurer toutes ces données, les métriques de métadonnées, et de nous préparer pour une formation sur place dédiée à la qualité des données. C'était 4 jours, formation sur la qualité des données à laquelle ont participé différents types de personnel, allant de nos agents régionaux d'information sur la santé au bureau clé de suivi et d'évaluation des programmes, ainsi que l'équipe centrale du pays DHIS2 pour la participation, et cela a été co-facilité par le Ghana Health Service, HelpScan et l'équipe UIO présente. Ce sont juste des points saillants de ce qui s'est passé pendant la formation. Donc, c'était une session interactive. Les participants ont eu l'occasion d'essayer les nouvelles métriques qui ont été configurées la semaine précédente lors de la formation. Et puis, ils nous ont également donné des retours sur comment nous pourrions améliorer et rendre cela beaucoup plus visuel et interactif à travers le pays. Lorsqu'il s'agit de l'outil de la qualité des données elle-même, nous avons pu mettre en place 6 domaines de programmes principaux. Nous avons examiné le pays, le VIH, le paludisme, le MCA, c'est-à-dire la santé maternelle et infantile, certaines données cliniques pour les soins ambulatoires et également GB. Et ce sont 6 domaines sur lesquels nous pensons pouvoir nous concentrer pour commencer. Et en plus des indicateurs principaux qui existaient déjà dans la boîte à outils, l'équipe a également essayé 3 nouveaux indicateurs que nous pensons également pertinents en ce qui concerne la qualité des données et qui concernaient les dénominateurs. Ensuite, nous avons examiné la surveillance des valeurs aberrantes et des règles de validation dont Jason a parlé il y a un moment. Et puis, ce que j'aime tant, l'indice de qualité des données. Maintenant, pour les dénominateurs, ce que cela nous a permis de faire, la question des dénominateurs est un grand enjeu au Ghana parce que, en tant que système de santé, nous utilisons beaucoup de dénominateurs. Mais à cause du Ghana Statistical Service, qui est chargé de fournir les statistiques officielles de la population à utiliser. Et vous avez ce qui est projeté à partir du recensement de la population sera utilisé comme dénominateur. Et nous essayons de faire une comparaison entre ce qui est estimé et le nombre réel d'enfants vaccinés, par exemple ECG. Et puis comparer cela avec les données de base en direct et ensuite devant cela et essayer de établir la survie des nourrissons. Et vous voyez ici un écart entre le nombre de personnes qui sont vaccinées pour le BCG et la survie estimée des nourrissons par rapport à ce que nous avons estimé. Et cela donne un aperçu de comment nous pouvons mieux faire beaucoup plus de travail pour s'assurer que nous obtenons les bons indicateurs ou dénominateurs pour mesurer la performance. Et puis, bien sûr, la surveillance des règles de validation et des valeurs aberrantes, qui est une activité continue que nous menons avec GTIN pour nous soutenir et nous assurer que nous sommes capables de porter cela à un niveau où les pays peuvent l'utiliser pour améliorer la qualité de leurs données. Ensuite, nous avons également testé l'indice de qualité des données qui, nous a donné l'occasion de créer cette valeur unique pouvant mesurer la qualité globale des données de votre système HMIS. Et nous avons fait cela en utilisant la complétude des éléments de données et aussi la valeur des éléments de données en excluant les valeurs aberrantes dans un ordinateur, dans un indice. Cela nous a permis de mesurer l'indice de qualité pour chacune de ces zones de service ou zones de programme que nous avons choisies. Et aussi être en mesure de calculer notre indice de qualité des données globales pour une région particulière. Et cela, parce que c'était natif, nous avons également pu l'exécuter
et le désagréger par les différentes régions et types de programmes. Et cela nous a donné l'occasion de commencer à visualiser et à laisser les utilisateurs finaux apprécier le niveau de qualité des données qu'ils ont dans le système. Et pour nous, c'était une chose clé parce que cela nous donne l'opportunité de passer d'une manière traditionnelle de mesurer la qualité des données en regardant seulement l'exhaustivité des jeux de données et puis la ponctualité. Et c'est crucial pour nous alors que nous progressons vers l'amélioration de la qualité de nos données. En ce qui concerne les réalisations, au moment où nous avons terminé la session week et effectué la formation, nous avons obtenu ce rapport qui nous a permis non seulement de visualiser le format, mais aussi de visualiser la qualité des données qui sont dans le système grâce à tous ces indicateurs de données. Et cela est devenu une opportunité d'accroître la visibilité en ce qui concerne les problèmes de qualité des données. Et cela devient la base pour mesurer les performances dans toutes les régions. Et il y a eu cet engagement immédiat des participants, en particulier des responsables de programmes présents, qui étaient chargés des activités de suivi et évaluation au niveau du programme. Et cela a été crucial en résultat pour eux, ce qui constituera la base pour élaborer des plans d'amélioration de la qualité des données et travailler à l'amélioration de la qualité des données dans notre système. Merci. Donc, je vais essayer simplement, oui, de vous montrer tous ces indicateurs et comment nous travaillons ensemble sur notre système. Oui, donc ce que nous avons fait nous a également permis d'avoir quelque chose comme ça. Nous avons créé tous ces indicateurs et les avons répartis en différents groupes d'indicateurs. Donc, si vous allez dans le visualiseur de données, vous avez des groupes d'indicateurs qui vous permettent de lancer des métriques de qualité des données pour les différentes périodes du programme. Ainsi, vous avez un indicateur avant chaque domaine du programme, puis nous avons les indicateurs de qualité qui nous permettent de visualiser l'indice de qualité des données pour chacune des zones de programme. Nous avons des indicateurs pour les fournisseurs externes et tout ça. Et ce que j'ai à l'écran sur le tableau de bord est le résultat d'une telle visualisation. Ensuite, nous avons pu créer des tableaux de bord individualisés pour chacune des zones de programme qui nous ont permis de être capable de montrer comment la zone de programme fonctionne en termes de qualité des données sur leur système. Et puis, l'une des choses qui nous a aidés était le fait qu'une fois que nous avons cela provenant du système en temps réel, il sera alors possible de commencer à lier la performance à ces éléments et pouvoir tenir les agents d'information de santé qui sont aux divers niveaux et sont directement responsables d'assurer que cette qualité des données s'améliore afin qu'il y ait un certain niveau de responsabilité, non seulement pour les gestionnaires, mais aussi pour nos agents qui sont aux différents niveaux, qui ont la responsabilité de s'assurer que ces choses fonctionnent. Et pour nous, je pense que c'était une très bonne chose que nous avons obtenue et il y a actuellement un travail en cours pour voir comment nous pouvons reproduire cela en septembre et ensuite élargir le champ de la formation pour inclure d'autres divisions et s'assurer que cela devienne institutionnalisé. Et également s'appuyer sur cela comme fondation pour ensuite planifier notre supervision de la qualité des données EU1 en se basant sur l'outil que HWCA a construit pour le reste du pays. Merci.
Merci. Je m'appelle Alad. J'essaie de parler en français, mais si je ne connais pas le mot, je le dis en anglais. D'accord. Alors, un niveau Cafanacini, après avoir développé des outils au laboratoire, maintenant, nous allons sur le terrain. Donc, je vous donne un exemple de la Côte d'Ivoire. Lorsque vous numérisez les outils de qualité des données et les outils de supervision. Pour commencer pour la bonne couche, une supervision BAN définit Yeke. C'est quoi la ciférée? Ce processus utilise Narupe, Lotu Wagide, sous forme de données au niveau du terrain, sur le terrain. Donc, et cela pour vérifier la prise en compte des recommandations ou des procédures qui sont dictées. Alors ça, c'est selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc cela demande des fois un gradient de connaissances et de compétences. C'est sûr pour que vous supervisiez quelqu'un qui sait plus que vous. Ce n'est pas ce que vous allez apprendre. Une autre définition également pour le contrôle de qualité, c'est que c'est tout le processus qu'on va mettre en œuvre pour s'assurer que les données qu'on a sont bien collectées, sont bien renseignées, donc également sont utilisées ou sont complètes pour vraiment et aussi arriver à temps pour la prise de décision. Alors, dans notre contexte, lorsqu'on devait implémenter ce processus, la supervision telle que définie ou le contrôle qualité tel que défini sont pareils. Mais on se rend compte qu'il y a plusieurs outils. Donc, c'est le même processus, mais chaque programme met en place un outil pour vérifier les données. Chaque programme a un outil pour faire sa supervision. Les partenaires aussi mettent des outils pour pouvoir réaliser la même activité de contrôle qualité et de supervision. Et cela avec, comme notre collègue l'a dit, des fichiers Excel. Mais souvent, si c'est des fichiers en haute, on récupère les comptes rendus. Donc, pour le même site, nous, de filtres, de sites, on a beaucoup d'outils. Un fichier Excel pour le contrôle qualité des données, 2010. Le fichier Excel, on a deux fichiers Excel pour la santé maternelle et infantile. Et les problèmes qui sont soulevés, c'est après tous ces éléments-là, où est-ce qu'on les met? Donc, il y a un problème d'archivage, de traçabilité, de suivi des recommandations. Et le gros problème également, c'est qu'on se retrouve avec plusieurs programmes qui viennent au même moment sur le site pour venir faire une supervision. Donc, un problème de coordination des activités. Donc, l'une des raisons pour lesquelles nous sommes engagés donc, dans ce processus de digitalisation, c'est pour pouvoir vraiment apporter des solutions au niveau du pays. Alors, pour le faire, donc on est passé des premières phases d'analyse de l'existant. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est marqué là, mais ça n'a pas été aussi facile. Ensuite, le développement des outils ou l'adaptation des outils, puisque déjà, il y avait déjà les outils proposés par Easway Africa. Nous avons également testé ces outils et ça, ce sont les phases qui sont prévues. Il y a une formation et le déploiement effectif de ces outils. Donc, nous ne sommes qu'aux 3 premières phases qui sont marquées ici. Donc, après l'analyse de ces outils, on a retenu 2 checklists pour ce qui est des outils de la supervision. Après avoir analysé tous les outils de supervision, on a réalisé
que, en réalité, il y a deux qui pouvaient regrouper vraiment ces différents outils de supervision. Donc, on a procédé à la modernisation de ces outils. Et puis, on a vu que l'outil de contrôle qualité qui était proposé par l'Organisation mondiale de la santé, adapté ou utilisé également par Hisway Africa, répondait vraiment à notre besoin. Et puis, donc, on a procédé à la phase d'harmonisation, ensuite l'adaptation de ces outils, et ces outils ont été donc... D'accord, merci. Euh, D'accord. Donc, ce sont tous nos présentateurs pour cette session. Bien que nous ayons un peu dépassé le temps, s'il y a des questions, nous sommes ravis de les prendre. Vous avez toujours la possibilité de rester et de prendre quelques collations ici aussi. Mais des questions pour l'un de nos présentateurs? Et nous comprenons cela. D'accord. Merci beaucoup. Je devrais vraiment aller pour l'UNICEF. Je me demandais juste ces choses concernant la qualité des données, toujours après la correction des données. Est-il possible d'avoir une vérification similaire pendant la saisie des données, ainsi avant